Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps du shakedown de Barcelone, ce qui donne forcément du baume au cœur aux tifosi qui savent plus que personne que, aux essais hivernaux, les chronos, ça compte pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors du coup, si les chronos ne veulent rien dire, qu'est-ce que l'on peut bien apprendre d'intéressant sur ce shakedown-là ? Eh bah, avec la nouvelle réglementation technique, toutes les équipes ont eu des interprétations différentes selon certaines parties de la voiture. On y retrouve des similitudes parfois ou des choix complètement différents. Et rien que par des photos, on a déjà quelques indices de philosophie aérodynamique, si on peut parler de ça, des voitures sur la grille. Alors d'ailleurs, on a fait un live en fin de semaine dernière pour faire un bilan de tout ce que l'on a vu pendant ce shakedown à Barcelone qui était très privé, évidemment. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur 5 zones spécifiques sur les voitures pour voir ce que les écuries explorent en ce début de saison. Alors du coup, on va partir de l'aile avant de passer aux suspensions et de se retrouver au niveau des bargeboards. Parce que là, il y a du travail, ça fait tout l'inverse que ce que espérait la FIA. Puis on passera au ponton avant de finir par un trou de souris. Ouais, on manque pas de créativité en Formule 1 au niveau des noms. Ça, c'est un truc, on a toujours fait des noms de zinzin. Trou de souris. Alors, vous l'avez compris, on va juger plutôt les intentions que la performance aujourd'hui. Et de cette manière, j'espère attirer votre attention sur des zones précises que vous pourrez scruter sur les prochains essais à Bahreïn et vous faire un avis encore plus aiguisé que celui que vous avez déjà. Parce que je sais que vous avez des avis quand même très aiguisés. Vous n'êtes pas n'importe qui non plus. Alors, je vous rappelle que malgré ce joli bleu de travail un petit peu trop propre, c'est vrai, qui pourrait vous induire en erreur, je ne suis pas ingénieur aérodynamicien, mais simplement curieux de comprendre tout ce beans qu'on appelle l'aérodynamisme. Malgré le temps et les recherches que j'entreprends pour déjà mon kiff personnel parce que j'adore ça, et pour nourrir tout simplement ma passion de la Formule 1, je peux me tromper et je demanderai justement aux personnes compétentes de pouvoir me corriger le cas échéant ou d'aller même encore plus loin que ce que je dis dans la vidéo. Bon alors, on commence par l'aile avant et j'ai, 3 éléments dont j'aimerais vous parler. Premièrement, sur quel élément est tenue l'aile, tout simplement. Le deuxième, c'est le système d'aéroactive et enfin, le troisième, c'est les dérives verticales. Ce sont les dérives verticales. Alors, seules 2 voitures ont choisi de tenir leur aile sur le deuxième élément, Mercedes et Aston Martin. L'inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent activer que le 3e élément pour l'aéroactive et donc potentiellement embarquer plus de traînées aérodynamiques en ligne droite et donc potentiellement moins de vitesse de pointe, même si le moteur Mercedes a la santé. Donc, au mieux, ils arrivent à avoir la performance ou la même performance que les autres équipes, et c'est une question de structure d'aile peut-être un peu plus légère par exemple, et donc potentiellement plus flexible, et on sait que ça c'est un sujet, ou alors il y a un truc que personne n'a pigé. Alors du coup, j'y suis allé de ma petite théorie, est-ce qu'ils ont trouvé un angle d'incidence et un profil aérodynamique qui permet de réduire la traînée et l'appui encore plus en baissant un flap et non 2 comme tout le monde, ou alors est-ce qu'ils gèrent un flux différemment sur le reste de la voiture? En vrai, si vous avez des idées, je prends. Alors du coup, j'ai tenté moi-même une expérience sur un logiciel, mais c'est un peu trop imprécis pour avoir des résultats vraiment utiles. J'arrive à trouver des trucs qui peuvent peut-être faire sens, mais non, laisse tomber. Bon alors, tous les systèmes d'aéroactive qu'on va simplement surnommer DRS, ça ira beaucoup plus vite, sont cachés dans le nez des voitures en partie centrale, sauf chez Racing Bull et peut-être même chez Ferrari où on a quelque chose plutôt sur le côté. En fait, j'y crois pas une seule seconde pour Racing Bull qu'ils vont se présenter à Melbourne avec 2 systèmes sur l'aile avant comme ça. Mais c'est vraiment 2 systèmes DRS à l'ancienne qu'ils ont pris de l'aileron arrière, ils en ont foutu sur l'aile avant, terminé. J'y crois pas une seule seconde. Alors, toutes les voitures baissent entre guillemets les flaps et non les ouvrent, c'est-à-dire que le pivot se situe en partie basse et non pas en partie haute comme c'était le cas sur le DRS des voitures précédentes, donc sur l'aile arrière pour le coup. Alors pourquoi? J'y vais là aussi de ma petite supposition. 1, c'est peut-être plus résistant structurellement parlant. 2, ça permet aussi de faire un bon bord de fuite, donc comme une lame de rasoir sur la fin du flap, du 3e flap. Doit y avoir un bénéfice aérodynamique, soit en faisant décrocher le flux d'air, soit en dirigeant l'air propre vers le fond plat, ou les deux. Donc là aussi, on peut y aller de notre petite théorie, comme vous voulez. Enfin, je termine par les dérives verticales qui, malgré une, entre guillemets, boîte de légalité du règlement technique assez stricte,
sont pour la plupart en outwash, de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, le but est de pouvoir faire sortir l'air à l'extérieur et d'emmener l'air turbulent du pneu en dehors de la voiture. Ça, cet air turbulent de la roue qui tourne, on n'en veut pas. Alors, ce phénomène peut être accentué par un design du plan principal de l'aile avant en sourire, je vais l'appeler comme ça, donc qui remonte vers le haut au niveau des dérives verticales. En fait, ça permet de créer une fois de plus un effet d'outwash sous l'aile qui est plus puissant parce que c'est une zone de dépression à cet endroit, donc on arrive à emmener un air peut-être un peu plus puissant en outwash. Bon, le deuxième élément qui m'a surpris, c'est la géométrie des suspensions. Sur la réglementation précédente, les voitures avaient besoin d'être le plus à plat aérodynamiquement parlant, ça on vous l'a rabâché plein de fois. Tout le temps, à cause des tunnels Venturi et de l'effet sol sous le fond plat. Bon, ça vous le savez. En 2026, on est revenu à un vrai fond plat, qui est vraiment plat, donc on s'attendait à revoir des configurations plus proches des voitures de 2021 par exemple. Et bien finalement, pas tant. On est reparti sur des géométries anti-dive et qui sont assez extrêmes, comme chez Aston Martin pour le coup, ou alors là c'est encore plus extrême que l'année dernière. Donc le but de cette suspension anti-dive, c'est de contrôler au maximum la garde au sol de l'avant de la voiture, mais ils vont perdre potentiellement en termes de feeling dans le volant, et c'est pas optimal pour un transfert de charge d'un point de vue mécanique. Autre point qu'on peut noter, c'est la potentielle présence d'un système multilink, notamment sur l'Aston Martin, pour tenter de recréer cet effet du DAS en 2020 que McLaren a réussi à refaire, mais de manière passive en 2025, et on en avait parlé. Et si je vous dis encore une fois Virtual Steering Axis, ça vous parlera peut-être, et je vous l'avais expliqué en vidéo, tout comme l'anti-dive, donc vous les avez ici, vous pourrez aller les voir. Bon alors du coup, j'ai deux grosses questions à vous poser à laquelle j'ai pas encore la réponse. C'est un, pourquoi autant d'anti-dive avec ces voitures qui a priori n'en ont pas autant besoin que la génération d'avant? Et la deuxième, c'est à quel point, par exemple, l'Aston Martin va être difficile à piloter ou non. Parce que c'est tout le problème de cette géométrie de suspension, c'est que ça gomme le feeling du pilote au profit d'un gain aérodynamique. Et comment on arrive à, balancer les deux, gain aérodynamique, feeling du pilote. Si le pilote a pas de feeling, il va pas performer avec la bagnole. Donc là, c'est pour ça que tout le monde est en train de parler de l'Aston Martin et à quel point elle est agressive. Alors, une voiture performante, peut-être oui, mais si elle est impilotable, ça va pas servir à grand chose, hein. Donc attention, on verra à Bahreïn. On continue, troisième élément des F1 2026 sur lequel je veux attirer votre attention, et il est absolument primordial, c'est le floorboard. Alors je sais pas si la FIA va devoir y faire quelque chose, mais les écuries ont déjoué tout le concept de cette réglementation qui est en in-wash. Alors à l'origine, la réglementation 2026 avait une philosophie in-wash. Le but, c'était de faire en sorte de diriger tous les flux d'air à l'intérieur, donc vers la voiture, y compris les turbulences de l'air de la roue avant qui tourne. Ça, vous savez, cet air qu'on veut pas du tout, la réglementation devait l'envoyer direct sur les pontons. De cette manière, en fait, on rendrait le sillage des voitures moins large pour les voitures de derrière qui pourraient mieux suivre dans les virages et donc augmenter les batailles en piste et le spectacle. Tout bénef pour nous. À la base, c'est pour ça qu'on fait ça, hein. Mais évidemment, pour les ingénieurs, envoyer de l'air turbulent sur leur voiture, mais c'est absolument hors de question. C'est pas possible. Ils vont, quoi qu'il arrive, tenter de rendre certains éléments aérodynamiques outwash, comme on l'a vu avec l'aile avant notamment, quand je vous ai parlé des dérives verticales. Alors, le floorboard, qui était censé être un des gros éléments qui ferait du inwash, a été transformé en upwash. Pas en outwash, en upwash. Mais l'effet recherché est le même, hein. Globalement c'est ça. Alors, si on suit le règlement, et surtout son esprit, on devrait se retrouver avec trois éléments verticaux entre guillemets, qui font un effet in-wash, donc un profil dirigé vers l'intérieur de la voiture, donc vers les pontons. Sauf qu'au lieu d'avoir trois éléments verticaux, Red Bull ou Mercedes par exemple, ont fait trois éléments horizontaux, dont le profil est dirigé pour faire monter l'air depuis l'intérieur de la voiture vers l'extérieur et créer de l'appui aérodynamique. Et c'est complètement légal, car c'est une des interprétations qui peut être faite. Bon alors du coup, cet air upwash comme on dit, en fonction de la puissance du flux que les écuries arrivent à créer, se retrouve au pire sur la roue arrière, au mieux sur l'extérieur de la roue arrière et donc en position plutôt outwash. Du coup à ça, on a deux bénéfices. Un, on ne perturbe pas les flux propres sur l'aile arrière, donc ce qui permet de maximiser son efficacité, c'est très important pour le coup. Et on nettoie par la même occasion la grosse zone de surpression qui se trouve sous l'entrée d'air du ponton avec les flux turbulents de la roue avant dont on ne veut pas, donc ça,
on les fait sortir par le haut, terminé, bonsoir. Alors, le règlement est donc écrit avec un manque de fermeté sur l'interprétation que les écuries peuvent en faire. Certaines personnes parlent même de naïveté par rapport au règlement technique précédent, si on peut dire ça comme ça. Alors, bon, globalement, je pense que la FIA va d'abord attendre de voir les premières courses, le comportement des voitures, le retour des pilotes, avant de pourquoi pas statuer s'il faut ajuster le règlement, soit en cours d'année, soit pour l'année prochaine. Mais toute cette philosophie in-wash, avec ce floorboard, on la retrouve pas. En tout cas, pas pour le moment. Et ça va pas aller dans ce sens. Avant-dernier élément, le ponton, qui finalement fonctionne avec le floorboard, mais aussi avec le fond plat et le diffuseur. Et on a vu des pontons assez larges et d'autres plutôt fins, avec des grosses découpes dessous, enfin bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors sur ces voitures 2026, ce qui est intéressant, avec des pontons larges comme chez Alpine ou chez Audi par exemple, c'est que ça permet de tenir un flux d'air turbulent de la roue avant à l'écart de l'aile arrière et du diffuseur. En fait, ça complète le floorboard par exemple, mais le désavantage, c'est qu'on n'a pas une grosse coupe sous le ponton pour emmener de l'air propre vers l'arrière de la voiture pour maximiser le diffuseur. Ça, c'est le seul désavantage. Sauf que, du coup, pour essayer de récupérer cet inconvénient, on passe par les toboggans sur le dessus du ponton pour emmener de l'air propre à l'arrière de la voiture. Pour le moment, c'est une philosophie un peu à la Ferrari 2022 en moins extrême, si vous voulez vous faire un peu une idée de ce qu'on voyait avant. Alors sinon, vous avez l'autre extrême, le ponton de l'Aston Martin, qui est large en partie haute et presque absent en partie basse, à tel point qu'on se demande où se situent les radiateurs dans les pontons. Belle intégration moteur parce qu'alors là, waouh! La partie haute a toujours ce rôle de tenir l'air turbulent de la roue avant à l'écart, mais la partie basse est faite pour faire filer un maximum d'air propre vers l'arrière de la voiture. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été capables d'en trier peut-être une bonne partie en amont, notamment au niveau du floorboard, sur leur garde-triage de flux d'air si vous préférez. Et du coup, Mercedes représente presque une sorte de meilleur des deux mondes entre guillemets, tandis que Red Bull a juste des pontons très resserrés, mais encore un peu loin de, des fameux zero pods de Mercedes en 2022, donc faut pas non plus trop s'alarmer là-dessus, mais ça veut dire que là aussi, ils sont capables de bien trier leur flux d'air. Alors si vous avez une lèvre inférieure plus longue que la lèvre supérieure de l'entrée d'air, donc un underbite, on veut privilégier le passage d'air sous le ponton. Si vous avez l'inverse, un overbite, comme on l'a vu plusieurs fois sur les voitures des années précédentes, on veut privilégier un flux d'air par-dessus le ponton, comme l'Audi par exemple, ou l'Alpine, où vraiment on veut privilégier tout ce toboggan qui court sur le ponton et qui va jusqu'à l'arrière. Alors évidemment, c'est pas obligatoire, ces underbite et overbite, ça peut venir, ça peut repartir, on peut ne pas en avoir du tout, enfin on peut avoir ni l'un ni l'autre, donc voilà, c'est pas une règle, c'est ça que je veux dire. Bon allez, je termine par le dernier élément qui a retenu mon attention, le trou de souris dans le diffuseur. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore pondu avec ce trou de souris? C'est... waouh! Alors tout cela vient aussi d'une liberté dans le règlement, mais globalement il permet une forme en arrondi qui intersecte deux fois une ligne droite de référence, et les équipes ont compris qu'elles pouvaient faire intersecter que deux fois cette ligne droite, mais d'une autre manière, de cette manière. Je schématise grandement, parce que je vais pas rentrer dans le détail, derrière il y a les Legality Box qui sont dans un bordel monstre et j'ai pas encore tout pigé. La conséquence, c'est que ça a créé un trou visible pour nous dans le diffuseur, mais j'ai pas d'image plus proche pour vraiment comprendre ce qui se passe, mais ça a deux utilités de ce qu'on a vu. La première utilité, c'est de tout simplement maximiser le diffuseur principal et donc de créer de l'appui aérodynamique avec tous les flux d'air propres qu'on envoie justement dans ce trou-là. Donc ça aide le diffuseur principal. Et le deuxième, c'est de sortir l'air turbulent du pneu qui entre en contact avec la piste, le fameux tire squirt, et donc de réduire la traînée et les turbulences que cela crée sous le fond plat, et donc derrière de, encore une fois, maximiser le travail du diffuseur. En fait, ça crée une sorte de deuxième diffuseur, entre guillemets, ou double diffuseur, mais j'aime pas le terme parce que c'est pas la même chose que le double diffuseur en 2009, et la majorité des équipes ont vu cette possibilité dans le règlement, donc à voir comment ça va donner par la suite. Bon, alors j'avoue que... les suspensions arrière de l'Aston Martin, je devrais vous en toucher deux mots en vrai. Même le DRS de l'Alpine qui est pas tout à fait le même que ce qu'on a vu sur les autres voitures et même les années précédentes, il y a un truc à dire. Donc si vous voulez que je passe en revue d'autres éléments et que j'en fasse une deuxième vidéo, vous me le dites dans les commentaires et je le fais. Voilà. C'était le coin des nerds, merci d'avoir regardé.